Bonjour à tous. Alors, je suis la dernière de la liste ou on continue ensuite Après, il y a Estelle Sauva qui va alors, nous il faut rejoindre vraiment que je pour la tienne le clôture timing. officielle. Alors, je vais vous parler d'intelligence politique du DRH. Mais avant ça, on va commencer par une toute petite question. Si je vous dis jeu politique en entreprise, je ne parle pas de jeu politique, politicien, Macron, etc. On ne parle pas de ça. On va parler des organisations, des entreprises. Si je vous dis jeu politique, votre première émotion, réaction, qu'est-ce que vous sentez en vous? Est-ce que vous avez plutôt une émotion négative? Jeu politique, oula, j'aime pas ça, quoi. Vous avez plutôt une sensation positive? Ou plutôt neutre? C'est-à-dire, je n'ai ni sensation positive ou négative, bon, voilà. On fait un test. Les négatifs, première sensation négative, c'est qui? Levez la main, on regarde, regardez-vous. Ok. Je sens que je suis très bien accueillie ce soir. Le positif. Ah, quand même, hein. On en voit quelques-uns, mais quand même, on sent que c'est clairsemé. Hein. Ouais, public, privé, forcément, ça. Et les neutres. Ah, bonne proportion de neutres, quand même. En fait, on a à peu près ce qu'on va retrouver en permanence dans tout l'imaginaire français. Alors, je dis vraiment ça de façon claire, c'est que j'ai étudié plus de 300 situations politiques à travers le monde. J'ai interviewé plus de 66 cadres dirigeants sur cette question-là, donc j'ai analysé en profondeur qu'est-ce qui se passait dans les jeux politiques. Et ce que j'ai remarqué notamment, c'est que quand je suis avec des Français, eh ben, la proportion c'est celle-ci. Quand même plus de négatifs, un peu de positifs qui osent lever la main parce que quand même, et du neutre. Et une petite proportion de neutre, un morceau qui est à ce niveau-là. Donc on a quand même un problème, c'est que ce n'est pas un imaginaire qui est partagé dans le monde entier. Plein de gens voient les jeux politiques de façon très positive à travers le monde. En France, c'est un peu différent. Alors pourquoi c'est différent? Parce que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est manipulation, hypocrisie, trahison. Quand même, c'est les petites manigances, quoi, les trucs qui sont dans un coin. On est en train de mettre en place des process, une super politique, une nouvelle stratégie RH, et vous apprenez que dans un couloir juste à côté, il y a deux personnes qui ont parlé ensemble et qui ont décidé de changer d'avis et de modifier la chose au moment où vous asseyez à la table pour discuter. Et que finalement, c'est déjà acté, avant même que vous ayez pu débattre une seconde du sujet. Ça vous dit des choses, ça? Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Bien sûr. Par contre, on remarque qu'il n'y a pas que ça. En fait, fondamentalement, ce qui embête les gens dans les jeux politiques, c'est trois choses. L'intention de la personne, la manière dont elle fait de la politique et les conséquences du jeu politique. Intention, pourquoi? On pense intérêt égoïste, individuel, versus intérêt supérieur de l'entreprise. On voit tout à fait, alors je vais prendre des exemples clairement, un syndicaliste, on y va indirectement, qui bien sûr a un certain type de comportement parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de renouveler son mandat, c'est de se faire apprécier de l'autre côté, et finalement les discussions, il n'est pas vraiment dedans. Vous en connaissez quelques-uns, je pense, comme ça. Mais en fait, ce que j'ai pu remarquer et analyser, c'est qu'en regardant un peu plus profondément, il y avait des syndicalistes qui avaient une vraie mission, qui se sentaient vraiment investis de devoir faire améliorer la situation, de faire grandir les choses dans une organisation. Bon, souvent, on les préfère, ceux-là, à la table des négociations, à un moment donné, mais il y a des gens qui ont vraiment un intérêt supérieur, quelque chose qui les porte. Et on a des cadres dirigeants qui vont développer des jeux politiques parce qu'ils veulent aider leur équipe. Ils veulent peut-être promouvoir des gens qui sont vraiment talentueux et que personne ne vend dans les organisations. Ils veulent parfois tout simplement le bien-être de l'entreprise. Petit exemple. La dernière fois, dans un comité de direction, un directeur marketing, sincèrement, qui veut la pérennité, la survie de l'entreprise. Ils ont des problèmes financiers assez importants. Il doit trouver une nouvelle stratégie de développement business. Et donc, il dit, moi, je pense en termes de marketing, alors c'est à l'époque où il y avait un ministre avec sa marinière qui s'était baladé avec un engin moulinex sous le bras, vous voyez, ce moment-là. Et lui, il dit, on doit faire du Made in France. Ça va nous permettre de faire survivre l'entreprise parce que les gens vont consommer local, les gens vont consommer français. Il y a de la consommation citoyenne qui se développe à travers le monde. Et puis de l'autre côté de la table, il y a le directeur financier. Et lui, il a dit, attendez, ouais, c'est bien gentil ton Made in France, mais en vrai, si on veut vraiment, il faut réduire les coûts. Si on veut sauver la boîte, il faut réduire les coûts. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va délocaliser en Pologne. Comme ça, on va réduire la masse salariale, et puis ça fera moins de frais, et on va pouvoir vendre. Ça, c'est pour la survie de la boîte. Tous les deux se battent
pour la même chose, l'intérêt supérieur commun de l'entreprise. En revanche, ce ne sont pas la même façon de voir comment y arriver. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les deux vont commencer à faire ce qu'on appelle un jeu politique, et là, je vais vous donner la définition. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à développer des stratégies pour essayer d'influencer les autres membres de la direction ou des décisionnaires pour essayer de les emmener dans le sens qui leur paraît le meilleur. Donc, finalement, dans là où ils pensent que c'est la bonne solution. Un jeu politique, c'est le moment où il y a une décision, une action qui doit être prise dans l'entreprise, et que les gens ayant une idée de, finalement, ça serait mieux de faire ça ou ça, vont commencer à essayer d'influencer les autres pour qu'ils viennent dans leur sens. Alors bien sûr, pour des intérêts personnels des fois, mais pas que. Il y a beaucoup de fois où c'est pour d'autres intérêts beaucoup plus supérieurs. Alors l'intention, la manière de faire, hypocrisie, trahison, vous connaissez. Combien d'entre vous se sont déjà fait, excusez-moi l'expression, mais flinguer dans une boîte? Ou connaît quelqu'un qui, en raison d'un jeu politique, s'est retrouvé dans une situation extrêmement compliquée? Bien sûr qu'il y a vraiment des gens qui font ça de façon absolument toxique. Moi, le terme que je prends, c'est toxique. Et moi, ceux-là, je n'ai pas envie de les voir pulluler dans les organisations. Donc moi, mon idée, c'est d'aller voir plutôt les gens qui arrivent à faire du jeu politique de façon éthique. Et oui, ça existe. Sauf que dans l'imaginaire français, à chaque fois qu'un jeu politique est fait de façon éthique par des gens, alors là, vous me regardez en me disant « Non, mais ça, c'est pas un jeu politique, ça. Non, mais ça, c'est normal. » Non, c'est simplement une autre manière de faire de la politique. Et la thèse que j'ai défendue depuis plusieurs années, c'est qu'on peut tout à fait faire des jeux, on peut jouer en politique avec des manières éthiques. Et même ce que je défends, c'est que c'est un gage de succès à long terme. Parce qu'aujourd'hui, notre réputation nous précède. Avant, dans les années 80, vous pouviez être un grand requin blanc, d'accord, faire 3 ans dans une entreprise, tuer à peu près tout le monde, massacrer tout le monde pour essayer de monter, et puis partir très très vite de l'entreprise avant que tout le monde voit que votre action a été négative, aller dans une autre entreprise et être extrêmement florissant. Hein. On a plein d'exemples en tête. Ça continue à se passer, il ne faut pas se leurrer, bien évidemment. Mais maintenant, on a Twitter, LinkedIn, on a beaucoup de choses. Et en plus, vous êtes dans des secteurs d'activité, vous êtes dans des types de métiers. Combien d'entre vous ont changé d'entreprise dans les 5 dernières années? Et quand ils sont arrivés, on leur a serré la main en disant « Ah, mais tu sais, on a quelqu'un en commun, on se connaît, tu sais, dans ton ancienne boîte, il y avait un tel qui était là. » Et donc, très souvent, votre réputation vous a précédé bien avant le moment où vous rentrez dans une entreprise. Donc ça, c'est un gage, pour moi, de succès à long terme. C'est que si on joue en politique de façon éthique, alors votre réputation va se construire, alors les gens vont avoir confiance en vous parce qu'ils voient comment vous êtes authentique dans ce que vous faites. Et alors vous êtes meilleur politique parce que vous pouvez beaucoup plus influencer les gens lorsqu'ils ont confiance en vous. Parce que s'ils ont confiance en vous, ils vous suivent. Si à un moment donné vous avez mal agi, ils ne vous suivront pas quand vous leur demanderez de le faire. Donc la transformation, notamment des organisations, va passer par là. Est-ce que les gens, quand vous leur dites « suis-moi, viens avec moi dans cette direction », est-ce qu'ils vont vous suivre ou non? Et si vous avez construit des relations de confiance, il y a plus de chances que ça marche. Alors l'intelligence politique, simplement, c'est quoi? C'est que vous déployez une compétence dans votre façon de concevoir des stratégies politiques au fur et à mesure. Donc savoir influencer les gens dans le sens qui vous semble le mieux pour l'entreprise, pour vos équipes, pour vos propres enjeux. 2 éléments, alors je ne peux pas développer plus que ça, mais je vous donne juste 2 éléments importants, des tips, quoi, ce qu'on appelle en fait des astuces. La première, c'est identifier et concilier les enjeux des gens. Dans les organisations, les gens, dans les transformations, il y a tout le temps des décisions, tout le temps des actions et tout le temps des jeux politiques qui se mettent en place. Essayez d'identifier pourquoi, à qui ça sert, pourquoi cette personne-là elle est contre. Les gens ne sont pas résistants par nature au changement, j'y crois pas une seconde. Ça, j'y crois pas. Par contre, je suis sûre que quand ils voient votre changement arriver, ils se posent la question de c'est quoi l'impact pour moi? Et que si cet impact il est négatif, ben là, vous êtes sûr qu'ils vont vous trouver tout un tas d'arguments pour vous expliquer que ce n'est pas possible de le faire. Donc, identifiez pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pas simplement en haut, hein, on ne regarde pas qu'en haut, on regarde aussi en bas. Parce qu'une transformation, elle doit travailler sur le plancher et le plafond. Et je change les mains de côté, le plancher il est là et le plafond il est là. C'est-à-dire, regardez en haut pourquoi cette transformation évolue dans votre organisation. Regardez en bas comment les gens, eux, vont le vivre et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont adhérer ou non à ce que vous êtes en train de faire. Un des points importants, c'est que souvent les gens détestent changer dans les transformations
Parce que vous êtes en train de travailler sur, d'élever le plafond, tout simplement. Vous êtes en train de travailler sur la nouvelle transformation digitale de la politique RH, etc. Et là, vous avez une petite main qui se lève dans la salle et qui dit « D'accord, mais c'est bien, on aime bien le projet, hein, transformation digitale, politique RH, etc. » Mais en fait, moi, je suis chef de chantier. Là, ça fait 6 mois qu'on a commencé, c'est des millions qui sont en jeu. Et ça fait 3 mois que je demande 5 ETP, quoi. Je les ai pas. Dans 4 mois, on est complètement dedans. On n'arrivera pas. On va avoir des millions qui vont tomber. Alors, d'accord, transformation, etc., mais moi, mon problème, il est là. Et cette personne-là, vous ne pouvez pas lui en vouloir de regarder ça, parce qu'elle, c'est son problème aujourd'hui, alors que le vôtre est ailleurs. Alors, comment vous arrivez à concilier ces enjeux-là? Pour moi, l'art d'un DRH, et en tout cas d'un cadre de haut niveau, c'est d'arriver à concilier, à un moment donné, tous ces enjeux divergents pour les ramener dans le sens des finalités globales de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est cet art-là qui va être important. Deuxième élément, anticipez toujours l'impact de vos actions à long terme, sur les relations que vous nouez avec les gens. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui sont omnibulés par la tâche, la performance. On a une transformation à faire, on a un an, on est déjà en retard. On est tous en retard dans la transformation en permanence. Donc, on est là en train de travailler comme des fous. Et finalement, on oublie qu'une chose importante, c'est la relation qu'on a avec les gens. Je vous donne un exemple. La dernière fois qu'un DRH m'a appelé pour me demander conseil sur une situation, il m'a parlé de sa collaboratrice. Elle s'appelait Isabelle. Et Isabelle, elle était responsable de développer une plateforme collaborative dans l'organisation. Super projet, elle était hyper contente. Elle a fait un cahier des charges magnifique. Elle est allée voir la DSI. Elle a dit, bon, qui est-ce qui peut me développer la plateforme? Voilà, j'ai besoin de quelqu'un. On lui a dit, ben voilà, là, tu as Max. Il est responsable projet SI, va le voir et vois avec lui, quoi. Elle est arrivée, elle a expliqué son projet. Il l'a écouté très poliment. Et puis à la fin, il lui a dit, écoute, Isabelle, super ton projet, je suis hyper d'accord. Sauf que là, on est en phase 4 de déploiement de l'ERP. Et ça foire. Alors pour tous ceux qui ont mis un ERP, c'est très bien à la fin, mais au moment où vous le faites, c'est sacrément compliqué. Et donc lui, on a un Max en fait, dans son bureau qui en peut plus, ça sonne dans tous les sens, personne ne répond, il n'a pas de solution, il sait qu'il va prendre 6 mois dans la vue, il est complètement noyé avec son ERP qui ne fonctionne pas. Et il lui dit, je veux bien faire ton projet, mais dans 6 mois, quoi. Ben, pas là, je ne peux pas. Donc que fait Isabelle? Ben, elle revient à la RH, elle est déçue, elle est triste, ça ne lui va pas, quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va voir son chef, quoi, DRH. Puis elle lui dit, ouais, tout, ça va pas, regarde, je peux pas avancer, on a un truc super, on est en retard. Les autres boîtes, elles font ça, hein, parce que nous, on commence, mais les autres, ils sont déjà dessus. Hein, vous voyez le discours, hein, vous les connaissez, vos collaborateurs. Et cette tension sur la performance. Que fait le chef? Gentiment, il va voir l'autre chef, le chef de Max, hein, le DSI, et il lui dit, bah, attends, qu'est-ce qu'il fait ton gars? Vas-y, il fait quelque chose. Que fait le chef de Max? Il va voir Max en disant, bah, attends, tu me poses des problèmes avec le DRH? Tu ne crois pas qu'on a assez de problèmes et de dossiers avec eux pour qu'en plus tu leur refuses quelque chose? Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, hein, tu me prends, allez, tu prends un prestataire, tu te débrouilles. Tu me le fais maintenant. Max, il est retourné à son bureau. Il l'a fait, hein, la plateforme. À votre avis, dans quel état d'esprit était Max quand il a créé la plateforme? Pas content? Est-ce qu'on a un peu des choses un peu plus fortes? Il était vénère, j'ai entendu. C'est ça, c'est-à-dire qu'Isabelle, quoi, hein, là, quoi. Le temps qu'il a fait le temps de faire la plateforme, je vais vous dire, il l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Elle a eu sa plateforme, Isabelle était ravie, hein. Nickel, dans les temps, etc. Super. Ok. L'histoire ne s'arrête pas là. Il s'avère qu'un an et demi, 2 ans après, le chef, le DSI, chef de Max, part à la retraite. Et puis, comme on a une bonne politique RH en interne, quand même, on fait de la gestion des carrières des talents, donc on cherche des compétences internes pour pouvoir prendre ce poste-là. Et puis, il y a quelqu'un qui est assez bon, qui a les compétences, qui peut prendre ce poste. Et c'est qui? C'est Max. Et Max, il est DSI maintenant dans la boîte. Et à chaque fois qu'Isabelle a un projet numérique, ce qui se passe, en fait, à votre avis, out. Vous savez, le dossier... Non, pose-le sur le bureau, là. Attends, il y a la poubelle juste à côté. Pose-le un peu plus par là. Vas-y. Ah, c'est bon. C'est tombé. C'est ce qui se passe.
On est donc dans une vision à court terme. Souvent, quand on transforme, on est pressé, on veut réussir. On est tous exigeants, on est tous dans l'excellence. On a tous envie que ça fonctionne. Mais parfois, on oublie que le principal, c'est qu'on va travailler avec les gens pendant les 5 à 10 prochaines années. Et donc, toute relation que vous détruisez aujourd'hui va détruire tout potentiel de transformation dans 5 à 10 ans. Ce que vous gagnez aujourd'hui, vous le perdez pour peut-être toujours, d'ailleurs, ou en tout cas pour longtemps. La relation prime sur la tâche. Et ça, c'est un des principes de base de l'intelligence politique. Ça ne veut pas dire que vous serez carpette, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas assertif. L'assertivité est très importante. Mais ça veut dire que vous penserez différemment la manière d'interagir avec les autres, de façon à être sûr que tout comportement que vous avez aujourd'hui n'ait pas un impact négatif à long terme dans vos relations avec cet écosystème, sachant que cette personne va être sûrement dans votre écosystème dans les années à venir, ou si vous vous dites de toute façon, hein, on est tellement mobile qu'on change d'entreprise, ce que je crois de moins en moins, parce que quand même je vois des gens qui restent beaucoup dans les entreprises, mais cette personne-là, elle est dans votre écosystème, vous allez la retrouver demain dans une autre entreprise. Donc, toujours réfléchir à comment je construis la relation de confiance, comment je mesure mes actions à l'idée de 5 à 10 ans dans la relation que je crée avec les gens, et qu'au fur et à mesure que vous faites ça, si vous continuez et persévérez à avoir cette hygiène de réflexion, alors vous allez de toute façon performer, mais en plus, à la fin, les gens ont confiance en vous, et pour de bonnes raisons. Je vous remercie. Alors, je dois m'arrêter là. Hein.